Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube avec le chapitrage, pareil en description, il y a le timer pour tous les titres dont on va parler aujourd'hui. Tant que j'y suis, avant de commencer, mettez un petit pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir tout doucement mais sûrement. Et bah sur ce, on va commencer maintenant. Tout d'abord, on va parler de l'actualité avec le nouveau, alors nouveau avec d'énormes guillemets, Hayao Miyazaki, le voyage de Shuna, donc les éditions Sarbacane, qui avait édité, si je dis pas de bêtises, les enfants de la mer. Non, c'est chez Delcourt, mais avant c'était chez Sarbacane, si je dis pas de bêtises. Je mettrai peut-être un petit commentaire si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, ils éditent un manga écrit dans les années 80. Alors normalement, à la fin du tome, il y a un petit mot de l'auteur. Je ne dis pas de bêtises. 83. Donc voilà, 1983. Alors je ne sais pas si Nausicaa était déjà sorti au cinéma. Je n'ai plus sa filmographie en tête. Mais globalement, c'est une de ses premières œuvres où il diffusait encore des mangas. Bah, notamment Nausicaa, il a fait un manga. Donc dans un format plus grand que celui-ci. Alors, avant de parler du fond, parlons un peu de la forme. Euh, 25 € pièce pour un bouquin qui fait 150 pages, entièrement en couleur, hardcover. Ça peut paraître un peu cher pour un manga. Dans le monde de la BD, je trouve que c'est honnête parce que 150 pages, 25 €, souvent tu as 50-60 pages en couleur, c'est à peu près 10-15 balles pour l'ordre de grandeur des BD. Donc c'est honnête dans l'univers BD. Manga, c'est peut-être un petit peu cher pour ce que c'est. C'est quand même tout de même, alors maintenant on va parler un peu du fond, très intéressant. Alors l'histoire, elle casse pas trois pattes à un canard. On va suivre Shuna. Alors je pensais que c'était une fille, parce que il aime bien les personnages féminins, Miyazaki. Non, c'est un monsieur, c'est un prince d'un petit royaume, et en fait il va partir vers l'est pour trouver du blé. Alors c'est censé être adapté d'un conte tibétain, où le héros devient un chien ou un renard, je sais plus trop exactement, c'est expliqué à la fin. C'est très intéressant parce que, en fait, alors, à la fin du bouquin, il y a une postface d'un journaliste qui a écrit des bouquins sur Miyazaki et Ghibli, qui explique plein de choses par rapport au bouquin. Et alors, sans me jeter des fleurs et sans critiquer son boulot, ce qu'il dit, je l'ai ressenti. Voilà. Quand il dit ouais, tel personnage, on sent que c'est le prototype pour des personnages de femmes fortes comme San de Princesse Mononoke, de Chihiro, de Sophie du Château Ambulant, de Nausicaa, et bah on le ressent. Il y a pareil, il y a un passage où il y a des. De toute façon, tous visuellement, on ressent des prototypes de tel ou tel truc. À un moment donné, Shuna tombe sur une épave d'un bateau abandonné, on dirait le château ambulant. Pareil, à un moment donné, il tombe sur un petit vieux perdu dans la forêt, on dirait le petit vieux que rencontre Ashitaka au début de Princesse Mononoke, quand il vient de quitter son village. Et plein de trucs comme ça où tu sens des sortes de prototypes. Bah, typiquement, tu vois la couverture, on dirait Ashitaka de Princesse Mononoke, avec son animal à cornes, là c'est le même animal qu'Ashitaka dans Princesse Mononoke. Et donc on sent, on va dire, les prémices de ce que veut raconter Miyazaki dans ses œuvres, l'écologie, avec le fait de chercher du blé parce que ces terres sont stériles et qu'il faut recultiver pour peupler les gens, la guerre ne sert à rien, etc. Voilà, c'est très intéressant, et voilà, c'est très intéressant quand on s'intéresse à Miyazaki. Si vous le prenez comme ça, au blair, en vous disant « Ouais, c'est un manga d'un grand auteur », ça va être sympa, mais clairement, c'est pas une claque. Le titre est très intéressant, mais il est d'autant plus qu'on a la vision de l'ensemble de la carrière de Miyazaki. Euh, genre, à l'époque, il serait sorti, c'est comme dire un one-shot de tel auteur qui a cartonné aujourd'hui. Genre, quand on lit les Monsters, bah, je sais pas, il est où, le Monster de Eiichiro Oda, en soi, c'est pas hyper intéressant, mais quand on connaît tout l'univers qu'a écrit Eiichiro Oda, bah, Monster devient beaucoup plus intéressant. Bah, le voyage de Smash, c'est pareil. Si vous connaissez pas Miyazaki, vous allez pas kiffer du tout. Pour moi, ça s'adresse vraiment à un public qui connaît Miyazaki et qui veut découvrir un peu sa jeunesse en tant qu'auteur, ses prémices en tant que réalisateur. Et alors, je l'ai dit, hein, c'est entièrement couleur. On sent limite un petit côté storyboard dans le bouquin. Je reviens un petit peu sur la forme. Je trouve ça très intéressant, c'est vrai que dans la manière de découper, j'ai pas l'impression de lire un manga ou une BD, j'ai plus l'impression de lire une sorte de storyboard. Il y a des doubles pages à foison, la manière de découper, le fait qu'il y ait très peu de bulles, finalement, c'est beaucoup de bulles de pensée ou juste du texte qui est à côté. On dirait une forme de storyboard, je trouve ça très intéressant. Donc voilà, l'OVS de Shuna, euh, à lire si vous connaissez Ghibli, si vous connaissez surtout Miyazaki, je pense que c'est un indispensable.
Alors maintenant, on va faire une sorte de mélange un petit peu hybride, c'est mi une annonce, mi une critique. Alors, on va parler de Kowa et de Kajika, de Akira Toriyama. C'était des one-shots de l'auteur que je n'avais jamais lus, et donc je peux enfin découvrir ces titres, on va dire, plus dans l'esprit d'un Dr. Slump que d'un Dragon Ball, ou en tout cas le début de Dragon Ball, hein, ce que les gens appellent classiquement juste Dragon Ball, et pas Dragon Ball Z, hein, donc Raditz et ce qui suit ensuite jusqu'à bout. Euh, c'est très drôle, c'est très perché. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment la suite logique de Dr. Slump. C'est du Jacko, c'est du Nekomajin, etc. Et je les avais, ou Sandland aussi, que j'avais, mais c'est vrai que c'était l'un des seuls one-shots que j'avais en ce format-là. Parce que tout ce qu'ils ont sorti en grand format après Jacko avec Nekomajin et Katsuo Akira, donc le partenariat entre Katsura, l'auteur de Zetman notamment, et Akira Toriyama. Donc, alors, Kowa, c'est une sorte de délire un petit peu petit vampire de Yuan Sfar, on va en reparler plus tard en plus de ce monsieur, où on va suivre donc ce petit, alors c'est pas un vampire finalement, c'est une sorte de loup-garou koala, qui dans son village va être emprunt à un virus, et va partir le voyage vers l'Occident pour retrouver le vaccin pour soigner ses potes. La conclusion est à mourir de rire. Kajika, c'est l'histoire d'un petit gamin un brigand qui a tué un renard et qui donc, pour redevenir normal, enfin perdre sa queue de renard, doit sauver 1000 animaux parce qu'il a tué un renard, et donc il va se retrouver dans une aventure, etc. C'est cool. Les deux histoires sont cool. Il y a rien de extraordinaire. Je sais pas si l'auteur, j'allais dire Oda, je sais pas si l'auteur avait vocation à créer des séries longues, ou c'est parce que je me dis, une fois que tu as fini la première histoire, tu dis, je vois pas ce qu'on peut raconter de plus, on peut raconter des trucs, hein, mais ça sent quand même que c'était prévu comme étant un one-shot, comme Jacko était prévu comme un one-shot. C'est sympathique, quoi. Je suis très content, je les avais pas encore dans ma collection, j'ai pu bah, découvrir ces deux œuvres de Akira Toriyama et compléter un peu mes connaissances de l'auteur. C'est des titres que je trouve très drôles. La conclusion de celui-ci, les dernières pages m'ont fait mourir de rire. Les délires avec le héros qui se transforme en koala, et le catcheur où tout le monde veut l'affronter, et quand ils se rendent compte que c'est un putain de sumotori, ils font non, finalement on l'affronte pas. C'est très drôle aussi, c'est vraiment du pur humour à la Dr. Slump au début de Dragon Ball, que j'aime beaucoup. Et alors, on parle de Dr. Slump, en fait, j'en ai profité aussi pour acheter Dragon Ball Perfect Edition. Donc là, j'ai les 3-4 premiers tomes. Je vais continuer à les prendre là au mois de novembre et décembre, avoir 4-5 tomes par-ci par-là. Et si j'ai assez de tomes d'avance, il y en a 34, si j'arrive à en avoir une petite quinzaine début janvier, je vais commencer à faire un marathon Dragon Ball. Donc toutes les semaines, dans chaque mes lectures, je parlerai d'un tome de Dragon Ball. Donc je vais relire tout Dragon Ball du tome 1 au tome 34 en Perfect Edition. Moi, j'ai l'édition pastel depuis des années. Voilà, j'ai cette édition-là qui traîne, qui a pris mais un giga coup de vieux, elles sont abîmées. Et bon, je me dis, si je veux relire un jour Dragon Ball, ouais, genre mes premiers tomes de Dragon Ball, ils sont fatigués. Genre mon tome 1 de Dragon Ball, il est fatigué de chez fatigué, il a été lu par des dizaines de personnes, parce que je l'ai prêté un nombre incalculable de fois, parce que j'étais un peu ce mec qui avait des mangas dans la classe, donc tout le monde me demandait, t'as Dragon Ball, tu peux me les prêter? Donc il a été poncé, le bouquin. Les bouquins ont été poncés. Et donc, bah, j'avais envie de relire Dragon Ball depuis très longtemps, et surtout découvrir la Perfect Edition, qui, bah, sans lecteur japonais, page couleur et grand format. Donc voilà, c'est l'occasion. Donc, début janvier, normalement, je parlerai du tome 1, et chaque semaine, je parlerai de tome en tome. Alors, ça va sûrement faire monter les stats de fou sur la chaîne, parce que Dragon Ball, ça rameute toujours un peu de monde. Donc, il y a voilà, il y a une petite aussi, un petit esprit, voilà, je pense à ça, mais surtout, j'ai envie de redécouvrir Dragon Ball. Alors, je vais rien raconter de très intéressant, parce que je pense que tout le monde connaît Dragon Ball. Même moi, je connais Dragon Ball. Je l'ai lu un nombre incalculable de fois. L'animé, pas trop. J'ai vu l'animé peut-être une fois, et encore, j'ai pas tout vu de l'animé. Je suis pas un aficionado de l'animé Dragon Ball. Moi, j'ai vraiment surtout découvert avec le manga. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de raconter des trucs sur ma vie, parce que Dragon Ball, c'est un truc, c'est même le premier manga que j'ai lu avec le manga Pokémon, La Grande Aventure. Et donc, bah, il m'est arrivé beaucoup de choses autour de Dragon Ball. Donc, ça sera l'occasion d'en parler. Et bah, on en rediscute au mois de janvier, ne vous inquiétez pas. Vous le voyez sûrement ici, j'ai pris Fermat Kitchen. Alors au début, j'étais pas très intéressé par ce nouvelle série de Yugo Kobayashi, donc l'auteur de Aohashi. J'avais parlé la semaine dernière de Short Piece, que j'ai oublié de le dire, mais Mangetsu me l'avait envoyé, que j'ai pas aimé plus que ça. Et bah, je me suis pris Fermat Kitchen, qui m'intéressait pas plus que ça. Et au vu des retours, je me suis dit, ah, allez, on va le prendre. Alors, c'est marqué sur la couverture, si on gratte, ça sent le persil. Je trouve ça très drôle.
Ils ont dit qu'ils feraient pas ça sur les autres tomes, c'est dommage. Si la série n'était pas très longue, j'aurais bien aimé que chaque tome ait cette petite odeur particulière. C'est un choix, hein, je critiquerai pas. Je pense que c'est compliqué à trouver plein de goûts différents et ça, sans que ça fasse aussi un peu de cheapos. Donc, Fairlight Kitchen, on va suivre ce jeune garçon dont j'ai oublié le nom, Gaku, qui est un génie des maths. Et un jour, il a une copie blanche. Il est à un concours et copie blanche, il n'y arrive plus. Et il va retrouver un peu goût à la vie dans la cuisine, notamment en rencontrant ce génie. Alors, il est considéré comme étant blond. Il parle d'un blond, moi il a les cheveux roses hein, en couverture, et donc il va découvrir la cuisine, etc. Il va être confronté aux gens qui sont un peu élitistes en disant « Non mais t'es un génie des maths, pourquoi tu fais de la cuisine ?» Notamment, on va dire son love interest, enfin, la meuf, une fille qui a fond sur lui, et donc elle lui dit ah, « Tu étais bon en maths, pourquoi tu fais de la cuisine maintenant ?» Il y a le principal qui est un peu élitiste aussi. Très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé, je pensais vraiment lire un manga pas ouf. Alors, même si Yugo Kobayashi m'a fait kiffer Aoashi, j'ai déjà lu des mangas cuisine, j'adore ça, et le pitch de départ me faisait pas du tout envie sur l'histoire d'un mathématicien, etc. Je me dis, oh, si c'est pour nous dire, je vais mettre 3 centilitres de vinaigre et qu'en fait, le vinaigre en réaction mathématique, ça m'aurait un peu cassé les couilles. Il y a un petit peu de ça, mais en fait, c'est bien tourné, c'est bien mis en scène. J'avais vraiment, je vous dis, j'ai vraiment peur de voir une sorte de Food Wars où au lieu de faire des, voilà, le mec fasse des réactions de fou furieux et fasse juste mathématiques 1 plus 1 égale 2. Encore une fois, il y a un petit peu de ça, genre typiquement le 45 degrés. C'est assez particulier. Alors, je sais que... Moi, je suis un grand fan de Top Chef, et je sais que Paul Perret avait raconté que dans son restaurant à Hong Kong, ou en Shanghai, je sais plus, en Chine, je sais que c'est en Chine, enfin c'est en Asie, il avait fait un restaurant où en fait il y avait plusieurs plats, et en fonction des plats qu'on sert au fur et à mesure, le décor change, et le bruit et l'odeur changent. Typiquement, il y a un plat de champignons, on va mettre des décors, des images de forêt, on va mettre une odeur de champignons, et des bruits de forêt pour vraiment que ça simule tous les sens, pour que le goût, enfin le plat soit encore rehaussé, alors que finalement on rajoute rien, mis à part l'ambiance autour. Donc je trouve ça très intéressant. Et Fairlight Kitchen, j'ai beaucoup aimé, et en plus maintenant j'ai la petite illustration inédite où on voit Ashito et Gaku ensemble. Ça aurait été marrant qu'on voit Ashito en train de cuisiner et le Gaku en train de faire du foot. Bon, après, hein, on va pas demander trop aux auteurs, enfin à l'auteur. On passe maintenant aux éditions Pika qui ont sorti beaucoup de choses ce mois-ci. Enfin déjà ce début de mois-ci, déjà le tome 18 de Kaguya-sama Love is War. Encore une fois, c'est un tome complètement inédit pour moi parce que c'est pas des chapitres qui ont été adaptés en animé. On est un tome après le film, donc pour ceux qui veulent pas se faire spoil, allez-vous-en. J'ai adoré. Alors je pense que j'adore encore plus Kaguya depuis que je découvre des choses inédites parce que forcément, tu lis un chapitre que tu as déjà vu en animé, tu connais la conclusion, tu connais la fin de la blague, ça marche un peu moins bien. Quand tu connais rien, alors je pense que ça reste quand même très drôle Kaguya, hein, mais là quand je connais rien, la découverte, l'inédit, fait que ça me fait encore plus rire. Typiquement, le moment où Ishigami découvre le point faible de Ino, on lui dit ouais tu lui fais un compliment, on va te kiffer. Et sans vouloir vraiment le faire volontairement, il lui fait un compliment, et il se rend compte que ouais, Ino, tu lui fais un compliment, allez à tes pieds. Je trouve ça très drôle. Le moment où, encore une fois, Ishigami s'entraîne aussi au volet, et qu'il y a Fujiwara qui vient entraîner, qui se rappelle de ce qu'elle a vécu avec le président, et que le président arrive et qu'il en fout une couche, j'étais mort de rire. Le moment où Kaguya et le président, Miyuki Shirogane, dit ah, occupe-toi pas de moi, fais-moi un câlin, fais-moi un bisou, et que lui dit j'ai pas le temps, et qu'après, voilà, c'est mignon, ça j'ai adoré. Tout aussi le passage sur Kaguya qui explique que pour se faire des amis, elle fait des tests, elle lui raconte un secret et elle veut voir si ça se propage ou non. Ça montre un petit peu la psyché de Kaguya. Mais un des chapitres qui m'a fait le plus rire, alors déjà c'est celui où on découvre la journée type de Eisaka, c'est un personnage que j'adore, et ensuite il y a le chapitre suivant où Eisaka raconte son fantasme de rendez-vous à Kaguya, qu'elle rencontre ensuite à Ishigami, et que Ishigami défonce le programme en disant mais c'est pas possible de faire ça, 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 et elle lui dit ouais, le moment où il dit ouais, il faut aller de là à là, mais genre il y a une demi-heure de marche, et vraiment faire une demi-heure de marche juste pour faire un bisou, faut vraiment être en chien pour galocher une fille, je pense que la personne qui a raconté ça n'a aucune expérience en matière de rendez-vous, et ça doit être juste un gros puceau, et Isaka est d'ailleurs en train de pleurer, c'est horrible pour Isaka, mais ça m'a fait mourir de rire, et ensuite on arrive à un arc qui va être, je pense, très important, c'est l'arc du voyage à Kyoto. On va avoir un date, je pense, hyper important entre Kaguya et Shirogane. Il y a le fait que Eisaka va quitter Kaguya dans pas longtemps. Et on utilise le grand frère de Kaguya. Ça va être une grosse dinguerie, le prochain tome. Vivement le tome 19 de Kaguya-sama, Love is War. Surtout qu'en plus, on arrive dans les 10 derniers tomes de la série. La série fait 28 tomes, là on arrive dans les 10 derniers. Le dernier tiers, ça va être une giga dinguerie, je le sens.
Ensuite, on passe au manga numérique avec le second tome de All Out. Toujours aussi bien, donc là on a fini le premier match contre l'équipe... c'est les Hojo White Knight, on va dire ça comme ça, c'est un peu la rivalité entre les rouges et les blancs, le lycée de Prolo face au lycée de riches, en plus ils sont habillés en blanc, je pense aux Hojo White Knight, je pense à l'équipe de Thomas Price, voilà c'est vraiment, voilà, c'est cette équipe-là, donc ils se font poutrer, hein, l'équipe du héros, et ensuite on découvre un peu plein de choses, notamment que leur capitaine, il a 3 ans d'expérience, il y a l'arrivée d'un entraîneur qui va un peu les remotiver, qui va être là pour les faire briller, on attend évidemment le match retour pour montrer que maintenant qu'ils ont l'entraîneur, maintenant qu'ils ont les bases, ils vont niquer tout le monde. Vivement ça. Il y a beaucoup de personnages qui sont introduits, notamment, je crois que c'est celui qui est en couverture, qui est le numéro 9 ou numéro 10, qui est un génie, lui aussi, un surdoué du rugby, sauf que bah, les mecs autour de lui, ils ont 1 an ou 2 d'expérience, et donc ils n'arrivent pas à suivre son rythme. Encore une fois, ça va être hyper intéressant de voir l'évolution de l'équipe quand ces personnages-là vont tous monter en puissance et voir l'équipe progresser, avoir une émulsion et devenir des cadors dans leur genre. All Out, c'est vraiment très très cool. Bon, bah c'est un petit peu dommage que le tome 2 sort maintenant que la Coupe du Monde est terminée, et qu'en plus, bah, pas de chance pour Pika. Je pense qu'on aurait eu une victoire à la Coupe du Monde de l'équipe de France. All Out aurait pu, on va dire, avoir une propulsion. Maintenant, on a perdu en quart de finale. Je pense que All Out va passer sous les radars pendant très longtemps. C'est un petit peu dommage, parce que moi j'aime beaucoup ce manga de rugby. Peut-être qu'un de ces quatre, je testerai l'autre manga qui est sorti, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était sorti chez Pika pendant la précédente Coupe du Monde. Voilà, en tout cas, All Out, moi je conseille vraiment, j'ai beaucoup aimé. On passe maintenant à Under Ninja, tome 5 déjà. Alors, je tiens juste à faire un petit point, ceux qui sont pas au courant, il y a un animé qui est disponible, enfin qui sort en ce moment sur Crunchyroll, mais qui a un rythme assez particulier parce qu'il adapte à la fois le début du manga et le tome 4 et 5. Genre typiquement, le dernier épisode en date, l'épisode 5, quand je l'ai vu, bah, il y a des choses qui se passaient dans le tome 5. C'était assez chiant de se faire un peu spoil par avance un tome que tu voulais lire. Typiquement, l'histoire avec la fille au visage et son masque, et qu'elle explique qu'elle veut devenir une... Enfin, on nous explique qu'il se faisait un certain maquillage, et qu'en fonction de la couleur, ça voulait dire que c'était le méchant, le subalterne ou le héros, et elle a le maquillage du héros, du passage principal. On découvre un peu plus sur le mec avec le nounours. C'est toujours aussi cool, Under Ninja. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Alors, c'est vrai que là, je mélange un peu les trucs parce que, à la fois, il y a des choses que j'ai vues avec l'animé que j'ai pas encore lu, des choses que j'ai revues mais qui sont passées il y a longtemps dans le tome parce que il y a l'animé qui se mélange un peu avec moi, dans ma tête. Mais ça reste tout de même pour moi un très 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 bon titre que je vous conseille toujours aussi chaudement, qui est vraiment une manière, encore une fois, comme I Am Hero, une manière très réaliste de représenter l'humanité, le monde et surtout les ninjas si c'était à notre époque. Très très intéressant, je conseille toujours autant. On passe maintenant à Holy Land, tome 4, un tome bien vénère, bien bourrin, parce que déjà notre héros, alors ça commence avec une petite virée entre potes, avec Yu, son pote du lycée, et désolé j'ai oublié son troisième pote, Shogo, donc le karatéka si j'ai pas de bêtises. Non je sais plus, bon. Le karatéka, ils se promènent, ils font peur aux gens parce que les gens disent « Oh putain, c'est le chasseur de Yankee, il me fait peur !» Sauf que ben, ils ont reconnu les deux, et pas le troisième. Et quand ils retrouvent le troisième tout seul, ils lui pètent la gueule, alors que lui, c'est pas du tout un combattant, donc il s'est fait marave, un peu triste pour lui. Et donc à la suite de ça, t'as Yu qui est un petit peu énervé. J'ai beaucoup aimé le moment où il se protège pour cogner contre un mur, pour se défouler, et qu'ensuite, bon, il y a toujours de la castagne, c'est toujours hyper intéressant, notamment bah, quand il y a son pote karatéka qui affronte un drogué, un toxico, et qu'on nous explique, et comme l'auteur a fait des combats de rue, bah, les explications deviennent encore plus intéressantes sur le fait que souvent les mecs qui font de la boxe, du karaté, etc., ils sont pas habitués à parer les coups de boule, parce que c'est interdit, même en MMA, où ils donnent un autre nom, c'était l'ancêtre du MMA au Japon, si je dis pas de bêtises, et bah ouais, ils sont pas habitués à ça, donc il se prend un coup de boule. Le moment où Yu affronte un mec et qu'il donne un coup de pied parce que il a positionné son bras d'une certaine manière pour que, en fait, bah, quand Yu a décoché son pied, bah, lui, il voit rien, ça c'est hors de sa zone, enfin, c'était hors de son champ de vision. Encore une fois, Oiland, très bien expliqué, très bien documenté. Moi, j'adore, c'est vraiment un titre que je conseille toujours autant. On passe maintenant au tome 18 de Grand Blue, et bordel de merde, ce tome était trop bien. Bah, déjà, le tome 17 était vraiment sympathique avec ce nouveau personnage qui tourne autour de Iori, et là, en fait, ben, il y a les conséquences des vacances, avec le fait que la grande sœur de Shisa, pourquoi Iori et ma petite et Shisa sont partis en vacances? Qu'est-ce qu'ils ont fait entre eux? Et donc,
Il y a beaucoup de trucs par rapport à ça au début du tome, avec notamment le jeu à boire, où tout le monde posait des questions à Iori pour savoir si il a fait crac crac boum boum, hein, il est encore puceau, qu'est-ce qu'il a fait avec Shisei, etc. Je trouve ça génial, et le tome se termine encore sur des méga choses avec Shisa et Iori, où ça avance beaucoup, et pareil, t'as, comment ça s'appelle, le pot de peinture, j'ai oublié son nom, qui révèle un peu ses véritables, enfin, on découvre un peu les sentiments de tout le monde découvre les sentiments de tout le monde, et ça devient un peu le bordel. Vivement le tome 19. Moi, vraiment, Grand Blue, c'est un réel plaisir à lire. On parle maintenant de MHA, My Hero Academia, tome 37. Et j'ai qu'une chose à dire, ça se termine quand, MHA? Parce que j'ai l'impression que ça tourne en rond, mais que ça s'arrêtera jamais. Ah, c'est un truc de malade. Putain, tome 37, j'ai l'impression que déjà cette guerre, elle dure pas depuis très très longtemps. Mais j'ai l'impression qu'elle dure trop longtemps déjà. Moi, j'en ai déjà marre. J'ai vivement que ça se termine. Là, le fait que One for One, je sais plus comment il s'appelle le grand méchant, il a réussi à récupérer sa jeunesse éternelle grâce à Eri. Bon, c'est bien fait, parce que Eri, ça fait très longtemps qu'on nous a parlé, c'est vrai que potentiellement, ce pouvoir avait cette fonctionnalité-là, c'est très intéressant. Je trouve ça hyper intéressant d'enfin mettre en lumière certains personnages de la classe de Izuku, après 37 tomes. Je pense au... Alors, on avait déjà eu des petits trucs mis en avant sur eux, mais pas tant que ça, le mec qui parle aux animaux et le mec avec le corps de poulpe. Et je trouve que le combat est très intéressant parce qu'ils affrontent des mecs qui ont des mutations comme eux, qui soient physiques, donc ils ont des mutations physiques où ils ressemblent à des monstres. Et il y a cet affrontement entre genre d'idéologie en mode nous on était maltraités parce qu'on était des monstres, ouais, nous aussi, mais nous on a prouvé qu'on n'était pas des monstres. Je trouve ça très intéressant. Et encore une fois, en fait, ce qu'il y a dans MHA, j'aime beaucoup, mais l'histoire principale autour de Izuku, commence à me saouler. C'est pour ça que je suis passé en numérique, parce que je sais très bien que je vais revendre les MHA dans un de ces jours. Donc je les continue en numérique parce que si un jour je vais les relire, au moins ils sont là, mais j'ai pas envie de continuer à les posséder. Encore une fois, hein, moi, enfin, MHA c'est pas mauvais, mais moi ça me fait pas même voir plus, et même là actuellement pas vibrer. Donc j'en dirai pas plus. Je vais pas dire du mal, hein, c'est pas mauvais, mais c'est juste que ça me parle plus du tout. On passe maintenant à de la bande dessinée, on est bien chargé. Tout d'abord, on a le tome 3, ou le tome 1003, non 1002, de Antipode Plus, donc c'est le troisième tome, parce que le premier c'était le tome 10 000, ouais, 10 001, et là c'est le 10 002, donc Donjon Antipode, c'est dans l'univers de Donjon, mais on est 10 000 ans dans le futur, on est vraiment dans une BD plus contemporaine, futuriste, où on est à une époque moderne. On va suivre donc, pour moi, le descendant du canard de Vaucanson, de toute façon ici c'est un Vaucanson, et là on commence à nous faire rappeler des choses qui se passent dans le donjon, avec notamment ce robot qui voit la fin du monde et qui peut jamais l'empêcher, qui est encore là, qui respecte sa tête, et donc il commence à y avoir un peu plus de lien avec le début de donjon, parce que, mis à part, je crois dans le tome précédent, il parlait des elfes qui étaient donc dans Antipode moins, donc 10 000 ans dans le passé, donc 20 000 ans d'écart avec celui-ci, on commence à nous expliquer un peu la naissance de l'humanité. Là, maintenant, on commence à faire des liens avec le donjon d'origine. Très intéressant, mais c'est vrai que Antipode, encore une fois, j'aime bien, mais je pense que quand on aura toutes les cartes en main, ça sera encore plus intéressant. Là, c'est encore un petit peu flou pour moi d'apprécier ce titre pleinement. On passe maintenant au Chat du Rabbin, tome 12, La traversée de la mer Noire. Alors, un tome qui est tristement d'actualité, parce que c'est un tome qui parle de la guerre, donc avec des juifs d'Afrique du Nord qui sont partis. Alors, si ma mémoire est bonne, c'est que comme le Chat du Rabbin se passe avant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est sûrement la Première Guerre mondiale, parce que alors c'est encore une fois un tome qui est assez, un peu comme depuis d'autres tomes du Chat du Rabbin, on a une histoire, mais on a plein d'histoires à l'intérieur autour des différents protagonistes qui vont raconter leur histoire de guerre. On a comment il s'appelle, le Malcadélion qui a fait la guerre avec son lion, qui était plus jeune, le fait que le rabbin avait un premier chien mais qui ne parlait pas, qui était rouge, et à la fin du tome on utilise le fait qu'il va peut-être revenir, on sait pas. Voilà, et leurs autres cousins qui sont partis en guerre, qui ont fait toute une traversée, qui ont visité plein de pays. C'est encore une fois très intéressant, mais alors aussi tristement d'actualité, parce que je pense pas que Yuan Sfar envisageait une semaine avant la sortie du bouquin qu'il y aurait une guerre, enfin il y a un conflit armé en Israël. Je ne peux pas en dire plus, je ne vais pas m'étendre, je ne suis pas dans la politique, là j'en dirai pas plus, mais c'est vrai que c'est tristement d'actualité. Très intéressant comme BD encore une fois, même si c'est pas mon album préféré du Chat du Rabbin, parce que je suis pas très fan depuis 2-3 tomes, le fait qu'à chaque fois on raconte juste plein d'histoires dans l'histoire.
Je préférais les albums où il y avait une histoire complète, et pas plein de manière éclatée, des histoires, même si là, il y a une grosse histoire autour des origines du rabbin, quand il était plus jeune. J'adore le passage où on dit, ouais, faut que tu fasses la messe. Mais ils sont musulmans. Ouais, bah, tu arabe, de toute façon, ça marchera. Bah non, mais moi je mange cachère, ils mangent halal, c'est pas pareil, tu vois, genre... et c'est donc, ils sont confrontés au fait que bah, les Occidentaux, les Français de France et pas des colonies, ils connaissent rien à leur culture. Je trouve ça hyper intéressant qu'ils soient confrontés à la guerre et au racisme primaire, très intéressant. Et bah, encore une fois, triste que ça soit un peu d'actualité. Comme Klezmer, quand ça a été réédité, quelques temps après, il y a eu la guerre en Ukraine. C'est un peu triste, un peu horrible. Mais ouais, en tout cas, le chat du rabbin, j'ai bien aimé ce tome-là, mais c'est pas mon préféré. Ça reste une lecture très plaisante. Et on finit avec l'un des bangers de cette fin d'année en termes de BD. Il s'agit du tome 7 de Black Sad, la deuxième partie de Alors tout tombe. Donc c'est deuxième et dernière partie de cet album qui était prévu en deux parties. Alors avec une petite subtilité sur cette couverture, je me suis pas rendu compte en l'achetant, c'est après on l'a ramené. Et ben en fait quand on met les deux tomes côte à côte, il y a une petite illustration, voilà, une belle illustration, on voit Black Sad et Alma côte à côte avec les méchants de chaque côté. Donc le tome 1 mettait, placer les pions, et donc là on a la conclusion de tous les pions, tous les arcs narratifs dans ce tome-là. Donc un album, enfin deux albums qui reviennent sur New York, sur la mafia, la politique, les syndicats, un peu le théâtre, avec toute une histoire de meurtre, etc. Super intéressante. Alors moi j'avais pour l'occasion, à l'époque du tome 6, j'avais relu l'intégrale de Black Sad, et donc quand j'ai vu Alma, j'ai fait « Oh purée, ce personnage-là de l'album 3 !» Là, on nous parle beaucoup de choses du tome 3 par rapport aux communistes, parce que c'était le tome du communisme, de l'arme nucléaire, etc. Et en relisant le tome 1, enfin ce tome-là, pour le tome 7, je me dis que c'était une bonne raison, parce qu'il y a plein de choses qui se passent et qui sont très subtiles dans ce tome-là, qui font écho au fait qu'il faut se souvenir du tome précédent. Typiquement, les dernières pages, quand tu te souviens d'une main au cul du tome 6, la fin du tome 7 prend encore plus son sens. À mon sens, encore une fois. Vraiment, très très bon album de Black Sad. Après 5 ou 6 ans sans avoir un seul album, le duo Canales et Guardino reviennent avec ces méga albums. Alors, je sais qu'ils voulaient refaire une sorte de... Ils avaient fait 5 albums autour du noir, du blanc et ensuite des couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune, et j'avais cru comprendre qu'ils voulaient recommencer ça une seconde fois. Bon, là, on est sur 2 tomes qui sont bleu foncé, donc on nique un peu le noir et le blanc. Est-ce qu'on va avoir 10 albums pour chaque couleur? Donc là, on a bleu foncé. Est-ce qu'on aura jaune foncé, noir foncé, blanc foncé et rouge foncé? Je sais pas. Est-ce qu'on va avoir d'autres albums? Pour l'instant, pas d'infos, mais en tout cas, ça fait quand même plaisir d'avoir un super album de Black Sad. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait rien eu, enfin, quelques temps. Avant 2021, ça faisait 5 ou 6 ans qu'on n'avait rien eu, et ils reviennent quand même, les auteurs reviennent avec un album qui est très très bon, qui est très très fort. Je vous conseille toujours autant Black Sad, hein, c'est vraiment une super BD. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Et moi, sur ce, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!